Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ravi de vous retrouver encore une fois pour le cours de biochimie clinique. Voilà, aujourd'hui, on va voir les premiers biomarqueurs, tout en liaison au dernier cours sur les biomarqueurs. Donc, aujourd'hui, on va voir les biomarqueurs de l'inflammation. J'ai choisi le titre, puisque ces biomarqueurs sont des protéines. J'ai choisi le titre de protéines de l'inflammation. Alors, le cours sur les protéines de l'inflammation, on aura un objectif, c'est de... Votre objectif principal, c'est de savoir interpréter les principaux marqueurs biochimiques de l'inflammation. Ça veut dire les marqueurs les plus prescrits dans notre pratique quotidienne. Sachez qu'il y a d'autres marqueurs qu'on utilise en recherche. Il y a d'autres marqueurs en perspective qu'on va utiliser dans le liquide articulaire, qu'on va doser dans le liquide articulaire. Je sais que les marqueurs qu'on va voir aujourd'hui, c'est des marqueurs qu'on va doser au niveau du sang. Mais il y a aussi d'autres marqueurs qu'on développe au niveau du liquide articulaire, marqueurs de l'inflammation, au niveau des LBA, donc en perspective. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les marqueurs biochimiques qu'on dose au niveau sanguin et qui sont les plus prescrits dans notre pratique médicale quotidienne. Voilà, on va commencer par une introduction. Qu'est-ce qu'une inflammation? Quelles sont les étiologies de l'inflammation? Classification un petit peu des protéines de la phase aiguë de l'inflammation. On va voir la physiopathologie de l'inflammation. Et puis, le marqueur idéal. Qu'est-ce qu'un marqueur idéal de l'inflammation? Et on va voir le premier marqueur pour marcher de l'inflammation, qui est la vitesse de sédimentation. Après, les protéines de l'inflammation. Et on va conclure. Tout d'abord, l'inflammation est une manière de défense de l'organisme. C'est un processus qui est très général et qui se déploie en réponse à une agression. C'est une manière de se protéger contre l'agression. L'agression peut être une infection bactérienne, virale, parasitaire, peut-être une agression traumatique, une blessure, une intervention chirurgicale, ou une agression physique, brûlure, ou une nécrose tissulaire, c'est le cas par exemple de l'infarctus. Donc, le but de l'inflammation, c'est de répondre à cette agression. Donc, il protège l'organisme en facilitant les réponses immunitaires, c'est le mécanisme de réponse, et en facilitant les réponses immunitaires, c'est surtout pour la phase aiguë, l'immunité innée, l'immunité innée, en éliminant l'agent pathogène et en accélérant la réparation tissulaire. Donc l'inflammation, c'est une action de défense de l'organisme en quelque sorte. Donc les principales étiologies à l'origine d'un syndrome inflammatoire, c'est les pathologies infectieuses, les infections comme les infections bactériennes par exemple, les maladies systémiques sont pour la plupart accompagnées d'un syndrome inflammatoire. On peut citer les vascularites, les conjonctivites auto-immunes et ainsi de suite. Les pathologies néoplasiques, en citant la maladie de Hodgkin et les lymphomes malano-hodgkiniens. Les autres causes, les maladies cardiovasculaires avec la thrombose veineuse profonde, les maladies intestinales inflammatoires comme la maladie de Crohn. Tout de suite, on peut dire que la réaction inflammatoire peut être aiguë en cas de choc septique, brûlure,
etc. Brûlure, radiation physique, mais il peut être aussi chronique. Et se situer au niveau des articulations, de la muqueuse digestive, de la muqueuse respiratoire ou des tissus nerveux. Donc, on a deux types. Donc, l'inflammation aiguë, hein, qui est bénéfique, qui protège l'organisme, et l'inflammation chronique, qui est délétère. On passe maintenant aux protéines de l'inflammation. Les protéines de la phase aiguë de l'inflammation. Donc, ce sont des protéines qui vont voir leur taux, leur concentration augmenter fortement et de manière non spécifique au cours des états inflammatoires. C'est ce qu'on appelle les protéines de la phase aiguë, les PPA, les protéines de la phase aiguë de l'inflammation. Tout de suite, on peut les classer en deux types, les protéines positives et les protéines négatives. Les protéines positives, c'est les protéines qui vont voir leur concentration augmenter au cours d'un état inflammatoire, et les protéines négatives qui voient leur concentration baisser au cours d'un état inflammatoire. Un exemple de protéines positives, la CRP, la protéine C réactive, et un exemple des protéines négatives, l'albumine. L'albumine, sa concentration va baisser au cours des états inflammatoires. Donc, vous trouvez dans ce premier tableau des exemples de protéines de la phase aiguë positive. Ensuite, la protéine C réactive qu'on va voir en détail, la procalcitonine aussi, fibrinogen, l'aptoglobine et puis les autres, donc le complément, la ferritine, l'hepcidine, la céruleoplasmine. Toutes ces protéines, on va les voir dans les prochains chapitres. Quelques protéines de la phase inflammatoire qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, on a les protéines de la phase aiguë négative, l'albumine, la transférine, l'alpha-fétoprotéine. C'est des protéines de la phase aiguë qui vont voir leur concentration baisser au cours d'un état inflammatoire. On passe maintenant à la physiopathologie de l'inflammation. Aujourd'hui, on va voir la phase aiguë de l'inflammation. Au cours de la phase aiguë de l'inflammation, c'est les cellules de l'immunité innée qui vont intervenir. Juste un rappel de vos cours d'hématologie et d'immunologie. Donc, les cellules de l'immunité innée, c'est les macrophages, c'est les polynucléaires neutrophiles, c'est les polynucléaires eosinophiles, basophiles et les mastocytes. Voilà les cellules innées, les cellules de l'immunité innée. Et puis, il y a les cellules de l'immunité spécifique, qu'on appelle aussi l'immunité adaptative, qui va intervenir après l'intervention de l'immunité innée. Et c'est les lymphocytes T et les lymphocytes P. C'est juste un petit rappel sur l'immunité innée. Donc, au cours de l'inflammation aiguë, il y a une phase vasculaire. Quand on a une porte d'entrée ou une brèche vasculaire, le premier réflexe de l'organisme, c'est une vasoconstriction artériolaire, très brève, de quelques secondes, à inscrire dans le cadre des phénomènes réflexes de l'organisme. C'est une action du système sympathique, et c'est pour cela on va sentir de la douleur. Après, il y a libération de l'histamine, de la sérotonine et de quinine qui vont provoquer le phénomène du diapédèse, où on va voir les cellules vont venir vers le site de l'inflammation. Après la vasoconstriction, quand il y a une brèche, le contenu
et le contenant des vaisseaux, ils ont une relation. Il y a quand il y a une brèche vasculaire, il y a stimulation de la coagulation et de la coagulation. Il y a une activation du système de la coagulation que vous avez vu, et une activation plaquettaire. Il y a formation d'un petit clou qu'on appelle le clou blanc, voilà, qui va colmater la brèche. Voilà, c'est un clou qu'on appelle hémostatique, arrêter l'hémorragie. C'est le premier clou qu'on appelle le clou blanc. Après, il y a l'activation des compléments et des protéines de complément. Il y a fixation des micro-organismes sur le récepteur pattern recognition receptor, et qui va provoquer son phagocytose de l'agent pathogène. Et puis il y a au niveau des macrophages, sécrétion de cytokines. Voilà, donc la sécrétion, comme on a dit, des cytokines, et voilà, donc l'avènement des polynucléaires, des macrophages au niveau de ce site infecté, elle est facilitée par le phénomène de diapédèse, hein, la sortie des éléments figurés du sang à partir des vaisseaux, d'accord, c'est la traversée des vaisseaux, et le plasma aussi va venir traverser le vaisseau. C'est pas ce qui va provoquer de l'œdème, et comme vous voyez ici, il y a les éléments figurés de sang, les polynucléaires et les macrophages, qui vont provoquer, qui vont phagocyter l'agent pathogène, et en même temps les macrophages vont sécréter les cytokines, les principales cytokines de l'inflammation. Les principales cytokines de l'inflammation. Rappelez-vous de l'interleukine 6, l'interleukine 1, l'interleukine 6, l'interleukine 1, le tumor necrosis factor alpha, tumor necrosis factor alpha, interleukine 1 bêta, interleukine 6. Ces cytokines sont responsables de multiples altérations endocriniennes, hématologiques et métaboliques au cours de l'inflammation, ce qui va provoquer tout ce qu'on voit de la clinique de l'inflammation: la fièvre, l'anorexie, la somnolence, et puis vous avez un facteur cytokine qui est très important, qui est la granulocyte monocyte colony stimulating factor, que vous avez vu en hématologie, qui est responsable de la stimulation de la synthèse des granulocytes et des monocytes. Et vous avez ici une hyperleucocytose. Voilà, donc une cytokine qui est l'interleukine 6 va stimuler au niveau du foie la synthèse des protéines de la phase aiguë de l'inflammation. Donc les principales cytokines de l'inflammation, rappelez-vous, c'est l'interleukine 6, TNF-alpha, tumor necrosis factor alpha, interleukine 1 bêta, et qui sont responsables des différents signes cliniques qui accompagnent l'inflammation. L'interleukine 6 va provoquer la synthèse des protéines de la phase aiguë de l'inflammation. La GM-CSF, qui est granulocyte monocyte colony stimulating factor, qui va provoquer l'hyperleucocytose, qui va accompagner un syndrome inflammatoire. Voilà, et on aura les protéines de la phase aiguë de l'inflammation. Donc, les signes cliniques de l'inflammation, c'est la douleur, c'est la vasoconstriction suite à l'action du système sympathique, de la douleur. On a une rougeur et l'œdème. Voilà, c'est parce que il y a par diapédèse la migration des éléments figurés du sang qui vont s'attaquer au niveau du site infectieux à l'agent pathogène, au corps étranger en général. Donc on aura les 4 signes cardinaux qui sont connus depuis longtemps, depuis le 1er siècle par Cornelius
Celsius qui a décrit les phases, la clinique de l'inflammation en latin, rubor et tumeur, comme calorie et dolore. Ça veut dire rougeur et odème avec chaleur et douleur. Donc les phases aiguës de l'inflammation, les phases de l'inflammation aiguë peut être divisées en 3 grandes phases. La phase vasculaire, phase d'initiation immédiate de l'ordre de Munich, caractérisée par des modifications de la microcirculation locale. Il a un rôle d'arrêter l'hémorragie, activer la coagulation. Voilà, la phase cellulaire consécutive à la mobilisation et la migration par diapédèse des éléments figurés du sang qui vont sécréter des cytokines, des cytokines de l'inflammation qui vont sécréter les protéines de l'inflammation. Et puis il y a une phase de résolution et de cicatrisation qui est en quelques jours tend à restaurer l'intégrité des tissus agressés. Voilà, et on passe à définir le marqueur idéal de l'inflammation. Qu'est-ce qu'un marqueur idéal de l'inflammation? Un marqueur idéal, il doit être la conséquence de la réaction inflammatoire, donc dépendre de celle-ci. Il doit être la conséquence de cette réaction inflammatoire. Deuxièmement, il doit être indépendant de l'étiologie de la réaction inflammatoire. Troisièmement, il doit présenter une cinétique rapide d'évolution et on doit observer une augmentation significative de ce marqueur en cas de réaction inflammatoire modérée, proportionnelle au degré de l'inflammation. Donc, on doit avoir une augmentation significative de ce marqueur en cas même d'une réaction inflammatoire modérée et proportionnellement au degré de l'inflammation. Enfin, son dosage doit être précis. Un dosage doit être précis, rapide, standardisable et peu cher. Donc, il doit être reproductible avec une sensibilité. Et il doit être stable, on peut mesurer d'une manière rapide, il doit être standardisable, d'accord, on peut avoir plusieurs kits et il doit être peu cher à la portée de tout le monde. Voilà. Donc, verdict, aucune protéine ne répond parfaitement à toutes ces exigences. Il sera donc utile de doser des protéines de caractéristiques complémentaires. Par exemple, une protéine à demi-vie courte, de cinétique rapide et de grande amplitude de variation, PASRP, constitue le modèle de marqueur de la phase aiguë de l'inflammation. Et puis, il y a une protéine a une réponse plus lente, une demi-vie plus longue, par exemple l'aptoglobine et le rosenmucoïde qui sont de bons marqueurs de la phase chronique de l'inflammation. Bien, donc en pratique, quels sont les examens qui apportent une information utile là pour le diagnostic? Donc, premièrement, on a vu l'hémogramme. En cas d'inflammation, vous aurez une augmentation des granulocytes via la stimulation par le cytokine sécrété par les macrophages qu'on appelle GM-CSF, qui est les granulocytes monocytes colony stimulating factor, qui va augmenter le taux des granulocytes en réponse à l'agression. Et puis il y a les éléments des cellules de l'immunité innée qui vont voir leur taux ici augmenter. Et puis vous avez la vitesse de sédimentation qu'on appelle, c'est un examen bon marché et qui est facile à réaliser. C'est un examen qui est très très ancien et standardisable. Puis l'électrophorèse des protéines sériques. Bon, on va voir l'électrophorèse des protéines sériques dans un TD à part. C'est le premier TD qu'on va voir en biochimie clinique.
Et puis le dosage des protéines de l'inflammation, qu'on va voir les principales protéines de l'inflammation ou les protéines les plus prescrites comme biomarqueurs de l'inflammation. Passons maintenant à la vitesse de sédimentation. La vitesse de sédimentation est un examen biologique très simple, bon marché, peu coûteux et généralement utilisé pour évaluer la phase aiguë de la réponse inflammatoire. Donc l'AVS est défini comme le taux de précipitation des érythrocytes dans une heure, quand le sang a été mis dans un tube anticoagulé et placé dans une position verticale. Ce qu'on va faire, on a ici des graduations de Western Green. On va prélever le tube. Un tube C-trapé comme ça, il est noir, il a un bouchon noir. Et on va le placer sur ce dispositif gradué de Western Green. Et on va le placer d'une manière verticale, comme vous voyez ici, les tubes sont placés d'une manière verticale. Et on lance le chrono pendant 1 heure. Donc après 1 heure, on va lire l'AVS. Ici, vous avez l'AVS, elle est en millimètres par heure, elle est faible, donc ici pas d'inflammation, ici non plus. L'AVS ici non. Mais ici, vous voyez que l'AVS, il est élevé. On va calculer, c'est en millimètres par heure. Ici aussi, vous voyez qu'elle est élevée. Là, non. Ici, élevé. Donc l'AVS, elle est élevée. Donc, maintenant, avant, on mesurait l'AVS à la première heure et l'AVS à la deuxième heure. On a trouvé que l'AVS à la deuxième heure n'a aucun apport. Donc, c'est pour cela on met seulement maintenant l'AVS à la première heure. Donc, VS par heure et vous mettez en millimètres. Voilà, c'est quoi en général la vitesse de sédimentation? Donc, en général, dans le cas normal, les globules rouges sont chargés négativement. Donc, ils ont tendance à se repousser. Donc, il y a la charge négative qui joue un rôle de force répulsive, empêchant l'agrégation de ces cellules. Au contraire, quand on est devant un état inflammatoire, il y a l'augmentation des protéines de l'inflammation, surtout le fibrinogène, qu'on a vu, les protéines bêta et gamma globulines, qui vont modifier la répulsion électrique des hématies, et les hématies ont tendance à s'agréger. Les hématies ont tendance à s'agréger, formant ce qu'on appelle un rouleau. Ce que vous voyez ici, c'est un frottis de sang, et vous voyez ici un rouleau. Voilà. Les hématies vont former un rouleau, donc leur poids va augmenter, donc ils vont se sédimenter d'une manière plus vite. Voilà, c'est une mesure, si on peut le dire, indirecte. C'est une mesure indirecte des protéines de l'inflammation. Quand on a beaucoup de protéines de l'inflammation, l'agrégabilité des hématies augmente et la vitesse de sédimentation va augmenter. Voilà, donc l'interprétation, mais la vitesse de sédimentation pose un grand problème d'interprétation. Donc l'interprétation des résultats n'est pas toujours facile, car la AVS, elle est influencée par divers facteurs qu'on va voir. De plus, il faut savoir que les cas d'une vitesse de sédimentation augmentée, isolée, ne sont pas rares. C'est aux environs de 20%. Alors, si on veut voir juste pour la vitesse de sédimentation, qu'est-ce qui va diminuer la vitesse de sédimentation? Donc, on peut voir une diminution de la vitesse de sédimentation liée aux caractéristiques du patient. Donc, voilà une polyglobulie. Et c'est pour cela que j'ai dit, et je vous demande que si vous voulez prescrire une VS, il faut toujours associer l'hémogramme. Je dis hémogramme, mais pas NFS, parce qu'il y a une différence. L'hémogramme, il y a une différence entre l'hémogramme et l'NFS. L'hémogramme, c'est la numération formule sanguine plus frottis sanguin. Plus frottis sanguin, c'est ça l'hémogramme.
Donc, il faut avoir un hémogramme pour voir les cellules, parce qu'il y a des formes anormales des cellules, comme ici, anésocytose, c'est des tailles anormales, et puis des sphérocytoses, c'est des petits, c'est des globules rouges de taille, de très petite taille, puis on a la microcytose, puis on a l'hypofibrinogénémie, puis on a l'hyperleucocytose, la corticothérapie, la cachexie, la cryoglobulinémie. Vous voyez, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent modifier, qui peuvent conquérir, qui peuvent donner une diminution de la vitesse de sédimentation. Donc, au moins, demandez VS plus hémogramme, d'accord, pour voir tous ces paramètres. Et puis, lié à la méthodologie, c'est la température basse de la pièce où le test a été réalisé, le délai d'acheminement supérieur à 2 heures. Les facteurs confondants dans le sens de l'augmentation de la VS, c'est des fois on a une VS qui est élevée, tout simplement à une hémoglobine qui est basse. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Donc une anémie à 8, à 7 va augmenter hein, l'AVS sans syndrome inflammatoire. Donc faites attention, la macrocytose, la taille des globules rouges, une grande taille. L'inflammation, l'infection, comme on vient de voir, et puis les gammopathies monoclonales qu'on va voir dans les travaux dirigés sur l'électrophorèse des protéines plasmatiques, et puis lié à la méthodologie, la température de la pièce, où le test a été réalisé. Donc, on passe à la valeur de référence de l'AVS. La valeur de référence de l'AVS est très simple. Il faut connaître l'âge et le sexe de la personne pour donner la valeur de référence de l'AVS. Donc, la valeur de référence de l'AVS chez l'homme, c'est l'âge sur 2. Chez la femme, l'âge plus 10 divisé par 2. Donc, par exemple, si on a un homme de 50 ans, la valeur de référence, c'est 25. Si vous avez une femme de 50 ans, la valeur de référence, c'est 30. Voilà, et je vais m'arrêter ici pour la première partie. On va continuer dans la deuxième partie de ce cours.